Bien, eh ben, écoutez, il est 15h50 tout pile. On va donc, comme convenu, relancer les travaux de notre journée pour entrer dans la dernière phase. Et bon, si certains sont restés près de leur webcam pendant la pause, vous avez pu voir qu'on a pu poursuivre le débat qui s'était engagé autour des communautés 360. Comment ces nouveaux objets s'insèrent-ils dans le paysage? Quelle articulation avec les uns et les autres? Et pour répondre à cette question, on a pris l'exemple du département 54. Et je remercie Yves Risque, directeur du pôle Enfance, Éducation et Scolarisation à l'AEIM ADAPI 54, et Stéphane Ducine, directeur de la MDPH, d'avoir accepté une intervention à deux voix. Messieurs, je vous cède la parole. Merci à vous. Bonjour. Donc Stéphane Ducine, directeur de la MDPH. On va effectivement vous faire une présentation à deux voix de la communauté 360 dans notre territoire. On nous a demandé de faire un point d'étape. Donc, pour faire ce point d'étape, on va regarder derrière un petit peu ce qui s'est passé, l'origine, et puis on verra dans un second temps comment ça se met en œuvre concrètement, en passant par le précurseur de la communauté 360, qu'est la communauté 360 Covid. Donc, je commence la présentation par un petit historique sur l'origine. Donc là, on est en février 2020 avec la conférence nationale du handicap et le discours du président de la République qui détaille les objectifs que se donne cette conférence. Et le deuxième objectif qui est fixé par le président, c'est faire en sorte que d'ici 2021, aucune personne en situation de handicap, enfant comme adulte, ne soit laissée seule dans sa recherche de solutions. Donc, le premier objectif, c'était sur l'école, et très rapidement, on va sur cet objectif-là de communauté 360. Et dans les attendus et dans les arguments en fait, pour aller vers cette communauté 360, on parle notamment du parcours administratif de la personne, qui est qualifié de parcours du combattant, de montagne administrative, pour trouver en fait une réponse adaptée. Et tout de suite, on va donc vers une réponse en termes de facilitation de l'accès à l'information, avec notamment, et c'est le premier rapport, un numéro national unique pour l'accès à l'information. Et puis, le deuxième concept qui est énoncé à ce moment-là, c'est l'ancrage local. On parle à ce moment-là de 400 plateformes locales d'accès pour les communautés 360. Donc ça, c'est l'origine dans le discours et ça devait se traduire au départ par un dispositif qui s'adresse aux personnes en situation de handicap, qui sont notamment sur liste d'attente dans les établissements ou les services médico-sociaux. Ça s'adresse également aux personnes à domicile qui sont isolées et à celles qui ont besoin de répit. Ça s'adresse également, deuxième cible, à leurs aidants. Et là, je parlais de répit, ça s'applique évidemment également aux aidants, de formation, de soutien également. Et puis la troisième cible, une cible qui est intéressante, on en reparlera tout à l'heure, ce sont les acteurs de droit commun. L'idée, c'est d'outiller également, de faire évoluer également les acteurs du droit commun pour faciliter l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc cette traduction opérationnelle, elle porte l'accent, on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui, sur le pouvoir d'agir des personnes, d'une part, la personne au centre, d'autre part sur le territoire, un ancrage local fort dans le bassin de vie, et puis la question du droit commun. C'est vraiment les dimensions principales, me semble-t-il, de l'état d'esprit de départ. On était, je rappelle, là on est en février 2020, et l'idée c'était que ça se mette en place au 1er janvier 2021. Entre-temps, il s'est passé un petit quelque chose qu'on appelle la crise sanitaire qui a fait finalement dévier un petit peu le concept et la mise en œuvre de ce dispositif et qui a précipité sa mise en œuvre sous une forme et avec des missions un petit peu particulières. C'est à ce moment que je laisse la parole à Yves Risque. Alors, tout d'abord, sur peut-être comment ça s'est matérialisé dans le département de Meurthe-et-Moselle, cette idée de ces 360 Covid, parce qu'on était bien effectivement sur une communauté 360 Covid au moment où les choses se sont engagées. Tout d'abord, le choix d'un portage et d'une gouvernance qui est à la fois
pluriassociative et qui maille l'ensemble du territoire. Parce qu'effectivement, cette idée de communauté, elle est forte, elle est symbolique, et elle rappelle en tout cas à chaque acteur, qu'il soit institutionnel ou qu'il soit gestionnaire, à la nécessité de porter collégialement cette idée de communauté, de l'affirmer collégialement. On a choisi, dans la constitution initiale, de mobiliser, parce qu'il a fallu effectivement faire des choix, de mobiliser des SAVS et les PCPE comme étant effectivement les acteurs qui allaient occuper le rôle de conseiller en parcours de manière tournante, avec effectivement 5 répondants qui prennent le téléphone et qui permettent de faire relais aux différentes demandes qui sont émises. Pourquoi les SAVS? Parce que vous l'avez entendu, Stéphane disait l'importance du droit commun, l'importance de la visée inclusive de la C360. Donc, il est vrai qu'on a souhaité, en tout cas, nous engager auprès de ces services pour pouvoir porter ensemble cette idée de communauté. Donc, ça se traduit matériellement par effectivement des conseillers en parcours qui sont en exercice au sein de SAVS ou de PCPE et qui vont faire relais de proximité lorsque les appels sont effectivement émis à leur endroit, avec une fonction de coordination nécessaire qui permet en tout cas d'avoir un regard large et de pouvoir mettre de la cohérence dans les actions. Mais dans ce qui a constitué, ce qui est fondateur dans cette idée C360, et je pense qu'il est important de le dire, c'est cette idée d'accueil inconditionnel qui est forte et qui est porteur. C'est l'idée de dire, quelle que soit la demande, la C360 va chercher à répondre, à construire une réponse, à mettre en lien. Et cette idée d'accueil inconditionnel, c'est quelque chose qui est fort dans le secteur parce qu'on ne la retrouve pas à tous les endroits de nos différents dispositifs comme ils sont constitués aujourd'hui. Donc vraiment, logique de maillage, portage collectif, logique territoriale, pluri-expertise, parce qu'on a là aussi, vous le verrez dans les quelques éléments de bilan que je vais présenter rapidement sur la nature des appels, leurs demandes, comment elles se matérialisent. On a là effectivement des expertises qui vont pouvoir être mobilisées en différents champs de compétences, parce que la question du handicap, on le sait, elle est à la fois très large et à la fois très spécifique à différents endroits. Les appels, vous allez le voir, je vais présenter le bilan en tout cas de ces mois de fonctionnement. Ils sont révélateurs et ils nous envoient un message, très clairement. Tout d'abord, les appelants, qui sont les personnes qui ont cherché à joindre la C360 Covid au moment où elle a été construite. Premier constat qui est fort, on voit que ce sont bien les personnes qui s'emparent du téléphone. Ce sont bien les personnes qui émettent des demandes et qui viennent à la rencontre, en tout cas de ce numéro d'appel, pour y trouver des éléments de réponse. C'est un élément important parce que ça montre bien qu'effectivement, avec la communication qui a été faite, qui reste modeste, signalons-le, le contexte effectivement était particulier, la communication a été relayée tout au fil des mois et progressivement, on a malgré tout des personnes qui se sont emparées de ces numéros et qui viennent poser des demandes auprès de la C360. Signe et preuve qu'ils ne trouvent pas d'éléments de réponse en dehors de ce dispositif, faute de quoi ils s'adresseraient à d'autres endroits. Typologie des... Oh là, les pourcentages ont sauté malheureusement. Bon, alors je vais les commenter, je suis désolé. Sur la typologie des âges, on est assez équilibré. On a effectivement des appelants de tout âge, donc on n'a pas de prédominance particulière sur un public et sur un âge de la vie en particulier, que ce soit du côté des familles ou des personnes. C'est peut-être le point le plus central et l'élément essentiel des constats que nous pouvons poser sur les appelants. Les appelants vivent à domicile. C'est-à-dire que la communauté, lorsqu'elle a été constituée, et Stéphane l'a souligné, il y avait l'idée de dire on va s'adresser aux personnes isolées, aux personnes qui ne trouvent pas d'éléments de réponse, qui éprouvent des difficultés dans leur démarche, et vous allez le voir que c'est manifeste dans l'expression des demandes, mais on s'aperçoit que l'immense majorité des appels concernent des personnes à domicile qui ne sont pas toujours repérées, identifiées par le secteur médico-social. Ça montre d'une part la visée inclusive de la C360. On n'est pas sur un dispositif médico-social qui s'adresse uniquement au secteur médico-social. On est sur la question des personnes en situation de handicap dans toute la société, quelle que soit effectivement l'origine des appelants. Donc les personnes à domicile sont l'immense majorité des personnes qui nous ont appelés sur ce téléphone. Quelles sont les demandes qui ont été émises? Qu'est-ce que les gens disent? Et je pense que c'est peut-être un élément qui nous a marqué dans la C360, c'est qu'on s'est retrouvé finalement en connexion directe avec l'expression des difficultés des personnes qui n'étaient peut-être pas toujours celles qu'on imaginait. Et il est vrai, lorsqu'on regarde
la nature des demandes. Alors certes, le Covid, naturellement, le contexte s'y prêtait plutôt bien, mais pour autant, et ça rejoint ce que disait Stéphane sur l'ambition qui était la montagne administrative, on s'aperçoit que la question de l'information administrative, des démarches, des nombreux services qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas toujours coordonnés, en tout cas, on s'aperçoit que les personnes appellent aussi pour de l'aide, pour de l'information, pour du lien sur les demandes administratives qu'ils ne peuvent pas mener. On a également une demande de soutien psychologique, d'écoute qui se fait jour et qui est relativement importante. Donc, ça démontre quelque part que cette reconnexion, finalement, à l'expression réelle des demandes et pas celle qu'on évalue en termes de besoins. C'est vraiment qu'est-ce que les gens expriment, qu'est-ce que les gens disent de leurs difficultés quotidiennes. Il s'avère qu'effectivement, elles sont orientées autour d'un besoin d'écoute, de mise en relation et d'information. C'est clairement la première mission qui ressort des C360. Naturellement, on a également d'autres éléments qui sont manifestement exprimés et qui vont concerner le loisir, l'emploi de manière très large. Mais c'est là qu'on voit que cette visée inclusive qui dépasse très largement le secteur médico-social s'affirme dans les appelants. Quand on regarde les natures des demandes, on s'aperçoit que la recherche de place est un sujet. Bien sûr que c'est un sujet, nous le savons. Pour autant, ce n'est pas l'essentiel des personnes qui nous ont joints sur ce numéro de téléphone. Donc, je reprends la main pour revenir sur le présent. Donc là, on était sur l'expérimentation en mode Covid, d'où l'intérêt rapidement, et je pense qu'on a aussi réussi cette étape-là de pouvoir mettre un service de qualité en direction des usagers très rapide pour répondre en fait au contexte, et en même temps ça nous a permis de commencer à construire des réponses locales dans la pérennité, et donc fort de cette expérience-là, un cahier des charges national est paru fin novembre 2021, que je vous résume par rapport aux différents mots-clés qui ressortent de ce cahier des charges. Et tous les mots-clés ont finalement été employés aujourd'hui dans les différentes interventions. Donc, on voit bien que la communauté 360, de fait, est un vecteur important de transformation de l'offre, ne serait-ce que par le contenu des échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui. On parle notamment, et il vient d'en parler, de l'inconditionnalité de la réponse. On a vu tout à l'heure le fouillis administratif de dispositifs, de partenaires, de réseaux, de coordination. Et donc, la communauté 360 est une nouvelle porte d'entrée, mais qui ne se contente pas de dire, comme une partie des acteurs, c'est pas nous, allez voir ailleurs, mais il y a forcément une réponse qui est apportée. Autre élément important, c'est l'aller vers, ça aussi, ça a été cité. On voit bien que les familles nous saisissent, elles viennent vers nous, mais c'est important aussi qu'on puisse être mobilisé par l'environnement pour aller voir les familles, les personnes qui peuvent être en difficulté, qui sont isolées. Et c'est un vecteur, je pense, assez intéressant à développer. C'est un vecteur que nous, institutions, à ce jour, on sait assez peu faire, il faut bien le dire. Donc, c'est intéressant d'avoir ce levier-là, à mon sens, pour aller dans les territoires, répondre aux besoins qui ne sont pas forcément exprimés. On a parlé également d'autodétermination. L'intérêt n'est pas de mettre un plateau technique qui va faire à la place d'eux, mais l'intérêt, c'est de donner à la personne toute sa place, de lui donner une capacité d'agir pour pouvoir exprimer ses choix et construire son parcours en lien avec les professionnels. Le mot subsidiarité a également été employé, notamment par Madame Bloch, je crois. Face à ce fouillis, on a intérêt à être très bien organisé, d'où l'intérêt du mot articulation également, pour ne pas se marcher sur les pieds. Le maître mot, c'est l'articulation et la subsidiarité. Chacun doit intervenir selon ses compétences, là où il est compétent, dans la connaissance de ce que fait le partenaire et en lien avec le partenaire. L'intérêt, c'est effectivement d'être en co-responsabilité. Je ne suis pas sûr que ce mot-là apparaisse dans le cahier des charges, mais il est très adapté à l'état d'esprit, me semble-t-il, pour élaborer les réponses aux demandes des personnes. On parle également, bien entendu, d'inclusion et de droit commun. Et là aussi, je pense que c'est un levier fort de la communauté 360, là où on voit bien qu'on va vers du droit commun. On avait tout à l'heure dans l'atelier où j'étais la présentation du dispositif d'autorégulation.
Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir amener en fait dans une classe à l'école des enfants qui sont inscrits dans une classe de référence et qui peuvent souffler au besoin avec un peu d'intervention de médico-social. Et ce levier-là, on peut l'avoir, me semble-t-il, aussi avec la communauté 360, qui inclut dans sa gouvernance, c'est un autre mot-clé, des représentants de l'État. Il y a le préfet ou son représentant qui fait partie de la communauté 360 et qui peut mobiliser également des acteurs de droit commun, par exemple pour l'accès au sport, aux loisirs, à la culture. Voilà, donc c'est aussi une dimension à investir, me semble-t-il, qui gagne à être investie au niveau local pour aboutir finalement à une transformation de l'offre. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf et penser que voilà, on a la réponse, la solution. Non, je pense que c'est une porte d'entrée supplémentaire qui peut amener certainement une meilleure coopération territoriale avec les acteurs. Dans ce cahier des charges-là, au-delà des concepts, donc on donne aussi un cadre, mission publique, acteurs clés, et on voit bien que les missions sont assez proches, c'est quasi du copier-coller de la réponse accompagnée pour tous, hein, quand on voit organiser des solutions concrètes, repérer les personnes sans solution et proposer des solutions concrètes, être levier dans l'innovation de la transformation de l'offre. On regarde en fait les missions de la réponse accompagnée, c'est exactement la même chose. Donc il y a ce questionnement-là qui se pose et le public est également le même que celui de la réponse accompagnée pour tous. Quand on parle maintien, personnes maintenues en établissement enfant, donc les cretons, les personnes sur liste d'attente en établissement ou service médico-social, voire de santé, faisant l'objet d'un risque de rupture de parcours, là aussi c'est l'alpha et l'oméga de la réponse accompagnée, et puis les personnes en non repérées, là c'est la logique d'aller vers que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a certes une disposition très forte, une superposition très forte avec les missions de la réponse accompagnée de la MDPH. Pour autant, je pense qu'il y a aussi la place, puisqu'on a des atouts en termes de lien avec les acteurs locaux, de lien avec le droit commun et de lien avec le territoire. Sur la partie plus opérationnelle encore, voilà, on a des acteurs clés qui sont les conseillers en parcours, qui sont issus là aussi des acteurs locaux, et c'est le choix qu'on a fait en Meurthe-et-Moselle de s'appuyer sur les SAVS notamment et les PCPE qui ont déjà des professionnels qui font cette mission-là. L'objectif est d'accompagner la personne dans la construction de son projet, l'élaboration de la réponse et dans la mise en œuvre de cette réponse. Le préfet est également, je l'ai noté parce que je trouve que c'est important qu'on puisse avoir cet aspect à l'esprit. Il y a le droit commun est davantage mobilisé que dans les dispositifs qui existent aujourd'hui. Et on est, comme d'habitude, dans une temporalité très rapide. Voilà, ça part hier et ça va mettre en place demain matin. Donc, pour juin 2022, voilà, on doit être prêt pour mettre en place cette communauté. Et on a déjà finalement pas mal avancé dans notre département. Tout à fait. Pour reprendre ce que dit Stéphane, je vais essayer de vous donner quelques éléments sur la construction, comment nous avons travaillé, où nous en sommes dans effectivement l'opérationnalité de ce cahier des charges et comment ce qu'on a imaginé effectivement initialement est en train d'évoluer. Tout d'abord, les axes de travail qu'on a engagés depuis quelques semaines suite à l'apparition du cahier des charges, il y a cette question d'élargissement du comité de pilotage, bien évidemment. On voit que cette idée de communauté, on l'a construite avec plusieurs acteurs gestionnaires, avec des institutionnels. Pour autant, on est bien sur une composante de proximité très affirmée. Donc, l'ambition, c'est d'élargir le comité et vous verrez comment tout à l'heure. On voit également apparaître un élément très fort qui est affirmé de manière déterminante dans ce que seront les communautés demain, c'est les acteurs de la société civile au sens large. Parce que transformer l'offre, finalement, ce n'est pas que transformer l'offre médico-sociale, c'est transformer la société civile, lui permettre de mettre en accessibilité ses services, ses organisations à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Donc, c'est l'idée de dire cette transformation de l'offre ne doit pas se penser uniquement sur le versant médico-social, sur le versant sanitaire, elle doit se poser dans l'ensemble des domaines de la vie pour créer une société plus inclusive. Donc, il y a cette nécessité d'engager
les acteurs de droit commun, et nous verrons comment tout à l'heure, dans la dynamique autour de la C360. Et ça, c'est une vraie nouveauté qui nous semble importante. Vous l'avez évoqué, il y a aussi des points d'articulation qui nous ont posé question, parce qu'effectivement, Stéphane l'a dit, on voit que sur le public cible, on est très proche de la réponse accompagnée pour tous. Donc, on a initié ensemble des premières réflexions pour déterminer de quelle manière la C360 s'articule avec la RAPT. La même question, je dirais, est également à l'œuvre sur les DAC, qui sont aussi en construction dans notre département et qui vont devoir trouver une place dans le paysage. Et ce sont deux éléments importants parce que c'est ce que disait Stéphane, il s'agit bien de penser l'articulation et de ne pas nous retrouver dans un empilement administratif qui aurait pour conséquence de faire le contraire de la mission première de la communauté, qui est faciliter l'accessibilité. Donc on est vraiment dans une réflexion qui est très avancée sur cette articulation avec la RAPT et les DAC. On a également un autre vecteur qui apparaît et qui nous semble répondre à la question de l'autodétermination, parce que Stéphane l'a souligné, le cahier des charges, dans ce qu'on a construit initialement, on était sur une dimension d'appelant. Les personnes viennent vers la C360, expriment des demandes. Aujourd'hui, l'aller vers est réaffirmé fortement. Et du coup, c'est de quelle manière la communauté se dote de compétences nouvelles pour aller vers les personnes et pour travailler autour du projet. Et donc, on est en train, sur le département, de préparer le déploiement de nouveaux métiers qui sont travaillés aujourd'hui au niveau de Nexem notamment, mais pas que, sur les assistants au parcours et projets de vie, qui finalement, si je devais prendre une comparaison très simple, on est sur des fonctions, dans la mission, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage au projet auprès des personnes. Ce n'est pas l'idée de mettre en œuvre le projet, ce n'est pas l'idée de chercher des solutions, c'est comment on travaille sur le pouvoir d'agir des personnes pour qu'elles puissent s'emparer de leur projet, le faire leur et identifier les chemins possibles pour le mettre en œuvre. Donc, on est sur des nouvelles fonctions qui vont aller au contact des personnes, qui vont travailler aux côtés des personnes, mais qui vont vraiment être dans cette idée de maîtrise d'ouvrage et pas dans cette idée de maîtrise d'œuvre. On ne va pas mettre en œuvre, on va travailler à élaborer et à ouvrir les chemins des possibles aux côtés des personnes. C'est vraiment cette idée d'affirmer le pouvoir d'agir des personnes. Alors, le schéma, on va le commenter, c'est la manière dont on essaie de penser les choses et de le schématiser. Parce qu'effectivement, la C360, le nouveau cahier des charges, ouvre beaucoup de possibles, et notamment, et je tiens à le souligner, il ouvre des possibles en matière de construction territoriale, parce qu'il laisse des espaces aux acteurs pour s'emparer de ces questions de manière à construire une réponse qui soit aussi compatible, cohérente avec ce qu'est le territoire et son histoire. Et je trouve que c'est très intéressant. On a cette liberté de nous emparer de cette question-là, avec un cadre nécessaire, mais pour autant qui n'est pas contraint totalement. Donc cette idée que disait Stéphane, qui est comment les acteurs s'emparent de la C360, elle est cruciale dans la construction. On a choisi de travailler sur deux versants, parce que du coup, on voit apparaître, et Stéphane l'a souligné, cette idée de transformation de l'offre. La C360, dans sa composition, son essence, elle constitue un atout fort parce qu'elle est au contact direct des demandes exprimées par les personnes, de toute nature. C'est la réalité de ce que disent les personnes de leurs difficultés, et non pas celles qu'on estime, celles qu'on analyse, celles qu'on enquête, c'est la réalité des expressions. Et quelque part, avec le temps, avec le repérage de ce dispositif par les personnes, qui vont monter en charge nécessairement, on va avoir quelque part une mission d'observatoire qui va émerger. La C360 va devenir un réceptacle progressivement de l'expression, du vécu, des difficultés des personnes et va pouvoir construire collégialement une forme de diagnostic territorial des difficultés, des expressions, des demandes. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une forte reconnexion finalement entre les dispositifs comme ils sont construits et l'expression des personnes et de leur vécu. Et je trouve ça essentiel. On a autour de cette C360 des acteurs qui sont indispensables, les DAC, les CMQ. On verra également la question de la RAPT qu'on a travaillé. Mais on voit apparaître aussi un second sujet qui est de quelle manière cette fonction d'observatoire vient transformer l'offre. Et quand je parle d'offre, je parle de l'offre de la société dans son ensemble. Je ne parle pas là de l'offre médico-sociale. Et c'est là qu'on voit apparaître, sur le côté gauche du tableau, je dirais, ce côté RCOM, on l'a appelé comme ça, parce que c'est un petit peu ce qui était énoncé dans le cahier des charges,
mais qui est une instance finalement dont l'objet, c'est se nourrir de l'expression des personnes pour travailler les axes qui nécessitent d'être mis en accessibilité dans le quotidien de l'expression des personnes dans leur vécu. On voit par exemple, on a choisi de fonctionner par grande fonction de la vie. On a choisi de travailler par commission thématique avec des collèges de représentation, parce qu'on ne peut pas parler d'autodétermination sans la présence des personnes dans ces collèges, évidemment, pour qu'ils puissent s'exprimer. Et donc, on est sur une idée de dire, on a d'un côté la communauté qui vient diagnostiquer, qui écoute, qui fournit des réponses concrètes aux appelants, qui va travailler, qui va vers les personnes pour travailler à leur projet, à l'autodétermination. Et de l'autre côté, on a une seconde instance qui, elle, va s'interroger sur qu'est-ce que disent les gens, qu'est-ce que vivent les personnes et de quelle manière on s'en empare pour mettre en mouvement la société civile et pour transformer le réel, pour rendre plus accessible demain les différents services et domaines de vie des personnes. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce que nous avons travaillé et imaginé, on voit apparaître l'accès aux droits, l'éducation et loisirs, le logement, les soins, l'emploi, le médico-social nécessairement étant une large part, forcément, mais pas que. C'est de dire comment on travaille dans ces commissions thématiques, comment les difficultés des personnes doivent nous amener à réfléchir collégialement pour faire avancer les offres de services de tous les acteurs de la société. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, dans cette question de transformation de l'offre, le médico-social a sa part, a sa place, a les ressources, elle peut apporter, mais elle n'est pas seule. Elle doit emmener aussi le pôle emploi, elle doit emmener les bailleurs sociaux, on doit travailler avec tous ces acteurs pour faire avancer cette question de transformation. Et donc, je pense que dans ce qu'on a compris, nous, du cahier des charges, c'est peut-être cette idée de mise en proximité de la demande avec cette idée de transformation de la société dans son ensemble qui constitue un des éléments socles et fondateurs et qui réaffirme en tout cas la composante inclusive au sein des communautés 360 qui dépasse, je redis là, très largement le champ médico-social. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette question de gouvernance, et je pense que le point là est central, dans cette idée de construction d'une gouvernance collective, on ne doit pas se limiter à un porteur. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas l'esprit, même s'il faut que quelqu'un assure l'administration du dispositif. Mais pour autant, on est bien sur quelque chose qui doit être collégial, collectif et qui doit dépasser les frontières du secteur. Faute de quoi, on ne pourra pas emmener les acteurs vers effectivement cette question de transformation de l'offre. Donc on voit là apparaître finalement une temporalité qui est moyen terme. Les réponses concrètes sont du court terme. La communauté, ses son parcours répond très directement. Mais sur la transformation de l'offre, on voit là apparaître quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui vient percuter le paysage de manière très large. Et Stéphane le disait, la présence du sous-préfet n'est pas anodine. Elle vient marquer l'engagement des pouvoirs publics en la matière. En conclusion, peut-être, Stéphane, un petit mot et puis je compléterai. Donc pour dire, déjà reparler très brièvement, parce que j'ai vu que c'était aussi questionné, la question de l'articulation entre NDPH et Communauté 360. Schématiquement, on pourrait dire que la complexité qui relève d'une réponse médico-sociale forte va rester dans le giron de la réponse accompagnée. Par contre, chaque fois qu'on pourra aller vers de l'inclusion, et il faudra inventer quelque chose, mais qui peut se trouver sur les ressources du territoire, on irait très probablement vers la communauté 360. De même avec le DAC, on peut penser que quand on va être sur des questions professionnelles plutôt sanitaires, eh bien on sera plutôt sur le DAC, et sinon, voilà. Donc c'est vraiment le principe de subsidiarité qui va s'appliquer. Et sur la question de la gouvernance, voilà, je vois aussi qu'il y a des questions sur ça. Notre idée depuis longtemps, c'est de ne pas empiler non plus la gouvernance. Et dans notre département, on appuie le comité de pilotage réponse accompagnée sur la commission exécutive de la MDPH, et il est tout à fait question d'appuyer cette gouvernance-là sur le comité de pilotage réponse accompagnée. Donc en fait, on va élargir certainement encore un peu les instances existantes pour leur donner plus de force et plus d'effets leviers, mais on ne va pas réinventer quelque chose en termes de gouvernance. Il y a des opportunités, je pense que c'est intéressant de saisir ces opportunités. Donc pour moi, en conclusion, c'est la communauté 360, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée supplémentaire qui a l'intérêt
d'être bien ancré dans un territoire et qui a une ambition. Certes, cette ambition-là, elle est forcément un peu mesurée au départ. On va transformer l'offre, mais petit à petit, ce n'est pas l'outil, il ne faut pas l'entendre comme c'est maintenant l'outil de transformation de l'offre. Il y a tout un tas de choses qui existent par ailleurs. Voilà, ne serait-ce que si on regarde le volume des appels téléphoniques. Les appels téléphoniques, c'est une centaine par an aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va fortement augmenter, mais c'est ce qu'on reçoit, nous, à la MDPH, en une journée. Donc, en termes de compilation des besoins, des demandes, chaque acteur a aussi toute légitimité à apporter sa contribution à l'évolution, à la connaissance des besoins, à l'évolution de l'offre, mais la communauté 360 aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est une porte d'entrée, pas quelque chose qui se surajoute, si par contre, on est effectivement en capacité de bien s'articuler, d'avoir une intelligence collective territoriale qui permet de bien se caler. Un exemple d'un calage, la coordinatrice de la communauté 360 est une ancienne professionnelle de la MDPH. Bon, on ne l'a pas fait exprès, mais cela dit, en termes d'articulation de liens et justement d'éviter que les personnes soient sur deux dispositifs ou pas dans le bon, c'est important, je pense, que les professionnels se connaissent pour avoir une vision claire du paysage. Donc pour moi, je pense que c'est un dispositif intéressant qu'on doit mobiliser, qui doit certes faire ses preuves. On peut se questionner sur la plus-value, mais je pense que c'est nous qui allons en faire quelque chose si on arrive à s'articuler de façon intelligente, sachant qu'il n'y a pas, et c'était une autre question à mon sens, de moyens dédiés action, entre guillemets, médico-sociale, autre que le fonctionnement. Ce n'est pas exclu dans le cahier des charges qu'il puisse y avoir des crédits non reconductibles de l'agence régionale de santé déléguée, mais ce n'est pas prévu initialement. Et ça va être aussi la marche du dispositif qui va nous montrer s'il y a des besoins à ce niveau-là. Mais en tout cas, il n'y a pas d'enveloppe prédéfinie action au sein des communautés. Pour compléter, je pense que sur les enjeux à venir, on parle de dispositifs, de services. Moi, j'ai le sentiment que ça nous met dans une méthode de travail finalement. Parce que je n'ai pas le sentiment que ce soit un service en réalité. On est plus sur quelque chose comme de la méthode. Parce que finalement, les acteurs qui constituent la communauté sont la communauté. Donc, les acteurs sont déjà là. Ils sont déjà affirmés, ils existent, ils ont leur champ de compétences. Et finalement, ça nous a obligés à travailler en méthode, à réinterroger, parce que rappelons que dans cette idée de communauté, il y avait, même si le sentiment peut être exprimé, de dire ça vient complexifier, ça désorganise, ça vient percuter, ça oblige finalement, et ça nous oblige à questionner ces liens, ces articulations, et le cahier des charges nous laisse des libertés en la matière. Et finalement, cette liberté, en tout cas, de pouvoir, pas recomposer le paysage, mais en tout cas le réinterroger, et surtout l'élargir aux acteurs de droit commun, elle est centrale. Parce qu'on est sur des dispositifs aujourd'hui qui ont tous des partenariats, il est vrai, mais la communauté, elle porte en son cœur les acteurs de droit commun et leur place, elle est extrêmement importante. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est arriver à les emmener, arriver à impulser une dynamique auprès de tous ces acteurs, parce qu'ils sont très nombreux, dans des domaines extrêmement larges, mais il y a un fort enjeu en tout cas sur les acteurs de droit commun, de la société civile, comment on les emmène. Après, cette notion d'accueil inconditionnel est importante et je crois que c'est aussi un élément socle qu'on souhaite en tout cas réaffirmer, redire. Cette idée de dire la personne peut s'adresser à la C360, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la problématique, et l'enjeu, c'est bien de dire, quelle que soit la porte d'entrée finalement, la mécanique qui est derrière, elle appartient aux acteurs. C'est de rendre simple pour les personnes la réponse. Parce qu'il est vrai que solliciter un acteur, un deuxième, un troisième, ce n'est pas simple pour les personnes, c'est complexe parfois du fait des champs de compétences multiples. La C360, finalement, quand on regarde bien, c'est comme une porte que la personne peut pousser, peut venir interroger, et comment derrière les acteurs, dans le paysage complexe que nous représentons, s'articulent, finalement, c'est le problème des acteurs. La personne ne doit pas voir tout ça, ne doit pas vivre tout ça. Elle doit, elle, avoir des réponses à ces questions, des réponses à ces difficultés, et la mécanique qui est la nôtre, les articulations qui sont celles du territoire, elles doivent se jouer à un autre moment, à un autre endroit. Cette complexité ne doit pas venir percuter, en tout cas, le vécu, l'expression des personnes dans leurs difficultés. Donc, c'est tout cet enjeu-là qui est à l'œuvre, et la liberté, en tout cas, qui nous est donnée dans la construction, elle est riche, et ne serait-ce que ce que disait Stéphane, nous